sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode où on va parler de posture d'accompagnement pour changer. On va parler particulièrement de la question du pouvoir et pourquoi cette notion du pouvoir quand on est accompagnant, elle est non seulement très importante, mais c'est pas toujours super simple d'arbitrer avec ce truc, tu vois, parce que bon, on se dit, c'est pas un espace où on est censé avoir du pouvoir, ou tout du moins, il faut bien l'encadrer. Vous voyez, on est toujours un petit peu en train de naviguer, surtout que ces dernières années, selon les milieux dans lesquels vous évoluez, mais c'est vrai qu'il y avait quand même plutôt une prédominance à la question de la posture horizontale. Donc posture horizontale qui suggère donc qu'on soit même niveau avec le bénéficiaire. Bon. J'ai mis dans le titre, de manière un petit peu provoque, la limite de l'horizontalité, mais c'est pas que de la provoque, je voudrais qu'on se parle de ça. C'est-à-dire que du coup, voilà, tu vois, on arbitre un petit peu dans ce truc de voilà, il faut être dans une posture horizontale, on est sur le même plan, on est à égalité avec le bénéficiaire, c'est pas le praticien, la praticienne qui lui a le savoir, le pouvoir, donc voilà, plein d'outils de domination quoi, et le bénéficiaire qui est là et puis voilà, il prend ce qu'on lui donne et puis il a pas beaucoup d'autonomie machin. Bon, il y a tout ça, ce qui est pas faux, mais qui n'est pas complet pour changer. C'est pas faux, mais c'est pas complet dans le sens où si le praticien, la praticienne a priori, à part quelques exceptions près, plus de savoir. Si, il a priori plus de pouvoir. Si. Donc, ce que je propose qu'on fasse dans cet épisode, c'est qu'on s'interroge sur cette question du pouvoir quand on est praticien-praticienne, du côté des pros de l'accompagnement, et pour essayer de ne pas être dans le truc, première hypothèse, je pense que vous serez pas beaucoup là-dedans, mais qui est de dire, c'est nous sachons, vous suivez, domination, pouvoir, verticalité, ascendance, machin, bon, je pense que vous êtes pas nombreux à être là-dedans, voire il y a personne là-dedans, donc plutôt que d'aller dans ce truc-là qui est bien entendu problématique pour un milliard de choses que je vais pas répéter dans cet épisode parce que sinon ça va être trop long. Déjà que vous me connaissez, je parle à concision incarnée, donc on va éviter que je parle pendant littéralement 2h30. Mais dont j'ai déjà parlé dans plein d'épisodes si tu as l'habitude de suivre mon travail, la question de la domination, la question des rapports de force, blablabla, ok. Mais en même temps, l'autre, faire du même à l'envers, tu vois, c'est-à-dire que l'autre bout du continuum qui consiste à dire oh là là, on va pas regarder ça, nous n'avons aucun pouvoir, nous sommes à ex-aequo avec les bénéficiaires, nous sommes sur le même plan, blablabla, nous sommes purement de la posture horizontale, je trouve que c'est aussi une posture idéaliste. Alors, elle a le mérite d'être une posture de bon ton, elle a le mérite d'être du côté gentil de la force, si je peux dire ça comme ça, elle a le mérite d'être plus alignée avec mes valeurs, et je pense avec beaucoup d'entre vous également. Mais on voit bien que quand même, c'est pas faux, mais en fait c'est pas complet, parce qu'en fait on peut pas se contenter de dire, voilà, toutes choses égales par ailleurs, nous sommes exactement sur le même plan que nos bénéficiaires. En tout cas, la plupart du temps, vous accompagnez des individus ou des systèmes et ou des structures, parce qu'il y en a parmi vous, je le sais, qui accompagnent aussi des entreprises, des équipes, des couples d'associés, etc. Je veux dire, ça marche bien sûr pour ceux qui accompagnent sur le pro. Voilà, je veux dire, quoi qu'il en soit, si vous intervenez dans une entreprise pour une médiation, pour que sais-je, vous avez a priori quand même plus de connaissances que les bénéficiaires en termes de, je sais pas moi, de communication non violente, de négociation, de quoi que ce soit. Bon, donc on va pas faire fi de ce truc. Voilà. Bon, maintenant que j'ai planté le décor, c'est de ça dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Pour la team YouTube, vous le voyez à l'écran, je commence à être un petit peu moins blanche qu'avant parce que je n'ai plus les nuages gris blanc pleine tronche.
Il recommence enfin à faire soleil. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, je ne sais pas chez vous, pour la team podcast également bien sûr. Si vous avez enfin retrouvé un rayon de soleil, force à toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui sont dans l'ouest de la France, parce que je sais que c'est vraiment très 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 compliqué. Pour les autres, j'espère que vous avez retrouvé un petit peu de soleil. Nous, ça fait 2 jours qu'il fait soleil. Nous n'avions pas vu le soleil depuis, je sais pas, 7-8 ans. Non, je caricature, moi je vis en Provence, donc nous quand on n'a pas de soleil pendant une semaine, c'est ressenti un an, hein. Donc 4 semaines de pluie, clairement, on n'allait pas bien. Et je sais plus pourquoi je te raconte ça, peu importe, ça fera un petit peu de digression. Ça se met aussi toute cette histoire-là dans le contexte que, je fais la petite précision, j'en reparle à la fin comme d'habitude, comme ça celles ceux qui veulent écouter, ils auront le temps. Là, j'en parle très rapidement pour celles et ceux qui veulent pas se prendre un tunnel là-dessus. La formation niveau 1, donc la formation posture d'accompagnant, posture d'accompagnante, reprend pour la 11e promotion. Nous avons officiellement passé le cap des promotions à 2 chiffres maintenant. 11e promotion qui reprend le 19 mars. Il y a déjà des places qui ont été prises. Donc si ça t'intéresse cette formation et que tu es sûr de toi que tu veux prendre ta place, je te mets tous les liens dans la description, il faut s'en occuper parce qu'il y a des places qui sont prises et que comme d'habitude, tu le sais, si tu me connais, mes formations sont toujours limitées en nombre d'élèves, 12 en l'occurrence, et donc c'est des petits groupes, comme ça je peux suivre tout le monde et superviser tout le monde, et si tu n'es pas sûr encore, tu sais pas trop si c'est fait pour toi, machin, ou t'as des questions de tarifs, je sais qu'en ce moment forcément, voilà, le contexte économique, la France à Macron, tout ça, hein, on roule pas sur l'or, on va pas se mentir, donc si tu as besoin qu'on voit ensemble, les étalements de paiement, tout ça fait aussi partie des sujets, bien sûr, qu'on peut voir dans l'appel découverte. Donc, je te mets tous les liens dans la description pour découvrir la formation ou la redécouvrir, pour réserver ton appel découverte si tu le souhaites. Ça dure 30 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement. Ça permet de voir si c'est fait pour toi, de poser toutes les questions, y compris les questions pratico-pratiques. Gros avantage de cette formation, de la promotion là de mars 2026, c'est qu'elle est exonérée de TVA. Je ne sais pas si les autres le seront ou pas. Malheureusement, je n'ai pas l'information, mais en tout cas, pour celle-ci, c'est exonéré de TVA. Ça marche aussi pour la formation de niveau 0 qui elle sera là fin avril, je crois, qui reprend fin avril. Donc là, vous avez une exonération de TVA. Donc quand même, bon, si vous la récupérez, ça vous change rien, mais si vous la récupérez pas, ça fait quand même économiser 20%. Et voilà, hein, on se sait dans le contexte actuel. Franchement, on prend, hein. Franchement, 20% d'économie, on les prend. Voilà, donc formation bien entendu pour les pros de l'accompagnement. Si vous voulez travailler vraiment sur les enjeux de posture, c'est-à-dire travailler les enjeux de cadre, les enjeux de structure, les enjeux de responsabilité, c'est vraiment, si tu veux passer d'une posture floue, tu vois, floue, intuitive, genre ça marche à peu près, mais un peu comme ça. Tu vois, un peu au doigt levé, un peu je me tapote sur le nez et je vois le sens du vent. Voilà, donc passer d'une posture floue, intuitive, suradaptée aussi, hein, qui a du mal à poser des limites, qui a du mal à confronter, qui a du mal à poser le cadre, etc., à une posture justement où il y a un cadre solide qui du coup, je le rappelle pour la 1000e fois, met tout le monde en sécurité. Voilà, donc à une posture, il y a un cadre, il y a une structure, il y a de la responsabilité, tout le monde est en sécurité. Et donc ça c'est vraiment et donc découle de ça bien entendu la sécurité, je viens de l'évoquer, mais il découle de ça la légitimité, le sentiment de légitimité, le sentiment de sérénité. J'en ai déjà parlé, mais tout ça découle en fait, c'est des conséquences des conditions matérielles, c'est-à-dire ça découle du cadre d'intervention qui est très clair. Je sais ce que je fais pas, ce que j'accompagne pas, qui j'accompagne pas, comment je fais quand il y a des retards de paiement, comment je fais quand il y a des décalages de séance, comment je fais quand je dois réorienter, bref, toutes les situations possibles et inimaginables. On les voit en séance, surtout que voilà, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, c'est la 11e promo, donc à force de voir passer des élèves, je commence à avoir une bonne idée des sujets qu'il faut absolument qu'on voit en séance. Et donc, parmi tous ces sujets qui sont liés à la posture d'accompagnement, j'en ai déjà parlé de plein différents dans ce podcast ou en masterclass ou quoi que ce soit, il y a la question du pouvoir. Alors, étonnamment, c'est un sujet que j'ai peu abordé. Pas encore, mais voilà, il fallait bien une première fois à tout. Nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif de cet épisode, mais j'ai parlé de beaucoup de sujets connexes parce que j'ai souvent parlé de cadre, bien sûr, j'ai énormément parlé de limites, et tu vas voir c'est très en lien avec la question du pouvoir. Alors si tu te dis c'est pas très clair là, je vois pas trop le lien, c'est en lien avec le cadre, hein, pour pas changer. Voilà, j'ai beaucoup parlé de ces sujets-là, de cadre, de responsabilité, de limites, de territoire, machin. Mais c'est vrai que le pouvoir en tant que tel, on s'en est pas beaucoup parlé. Aussi parce que c'est une notion qui mériterait peut-être un épisode à lui tout seul de définition, parce que tous les auteurs sont pas d'accord. Je vais pas te faire aujourd'hui une revue exhaustive.
même pas une revue tout court d'ailleurs des définitions du pouvoir. On va partir avec une définition du pouvoir qui est une définition qui est proposée par Reynaldo Peron et Yara Domitnofal dans leur livre Provoquer le changement. Donc on va partir avec la définition qui est donnée par des psychologues systémiciens pour s'éviter de faire les détours par Foucault d'un côté, par Weber de l'autre, par Marx et Engels machin, sinon ça va être très long. J'ai fait le choix pour cet épisode assez focus. Et donc comme je te le disais en introduction, parce que souvent ça passe un peu à la trappe, c'est un peu le sujet qu'on n'aime pas trop. Tu vois, dans toutes les disciplines, il y a un peu un sujet comme ça où on est en mode genre on va laisser ça sous le tapis, c'est pas c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Et en fait ces questions-là, c'est un peu, pour ceux qui aiment l'histoire de la psycho, c'est un peu comme le sujet des émotions du praticien ou de la praticienne en séance. Vous voyez, c'est le genre de sujet où il y a des bagarres de référentiels entre ceux qui disent non, poker face, pas d'émotion, il faut être une page blanche vierge pour que le bénéficiaire puisse venir projeter sa vie psychique, ceux qui disent bah non, au contraire, les informations du praticien sont des informations sur la vie psychique du bénéficiaire, sur la transmission psychique, sur le contenu du système, sur les résonances, sur les constructions du monde, voilà, selon le vocabulaire est pas toujours le même sur les référentiels, mais les émotions sont très importantes pour les collègues du courant humaniste qui vont dire non, la congruence, c'est même bien sûr pour eux un des piliers de posture, pour les humanistes, c'est un des piliers de posture de Carl Rogers. Donc vous voyez, la question des émotions du praticien, de la praticienne, c'est le genre de truc qui met personne d'accord. Et ben là, le pouvoir, c'est un peu la même chose, quoi. C'est que du coup, entre celles et ceux qui disent non, on en a, donc tant qu'à faire, faut l'assumer, c'est pas la peine de faire semblant. Ceux qui disent non, il faut tout faire pour le minimiser, l'anéantir, pour qu'on ait une posture horizontale avec le bénéficiaire. Bon. Moi, ce que je te propose qu'on investigue aujourd'hui, c'est le fait que je pose l'hypothèse que avoir une posture trop idéaliste sur la notion du pouvoir, donc je rappelle idéaliste, la définition sur laquelle je vous propose qu'on se mette d'accord, on va l'entendre au sens philosophique de la chose, c'est-à-dire considérer que l'idée est première, et que c'est pas la matière, c'est l'idée qui est première. Et donc dans ce truc un peu, je trouve, idéaliste de dire, moi dans mon idée, c'est que bénéficiaire praticien, on est horizontaux, on est sur le même plan, donc la matière va s'aligner par magie. Moi je suis pas convaincue de ça et je trouve que c'est problématique parce que je trouve que souvent, notamment, alors celles et ceux qui m'écoutent, si vous venez de milieux très institutionnalisés, je pense parmi vous aux psychologues, peut-être aux psychiatres, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, peut-être même diététiciennes, c'est un petit peu différent parce que vous évoluez quand même dans des milieux qui sont déjà cadrés par le conseil de l'ordre d'un côté, par des codes de déontologie de l'autre, par le milieu universitaire, par la faculté, donc c'est un petit peu différent. Mais alors pour celles et ceux parmi vous qui m'écoutent, et je sais que vous êtes une majorité, c'est-à-dire majorité de ces métiers, coach, thérapeute, sophrologue, naturopathe, énergéticienne, des astrologues aussi, j'en ai aussi qui m'écoutent ou en formation. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Enfin bon, vous voyez, consultant, vous évoluez dans des milieux qui sont très très peu institutionnalisés, voire pas du tout, et donc avec très peu de cadres externes qui peuvent vous servir de référence et sur lesquels s'appuyer. Et je trouve que là, c'est d'autant plus dangereux, d'ailleurs on le voit au nombre de dérives sectaires de ces praticiens-praticiennes, enfin à un moment donné, on va dire les choses, c'est d'autant plus dangereux, je pense, de se dire non, mais t'inquiète, t'es qu'à tes cousins, t'es qu'à tes cousines, on est à l'horizontale avec le bénéficiaire. Parce qu'en fait, à ne pas vouloir le voir, l'interroger, ce rapport de pouvoir, en fait, il existe quand même et il est d'autant plus dangereux qu'il n'est pas interrogé. Je vous propose donc qu'on reparte avec la définition que nous en donnent Reynaldo Peron et Yara Domitnofal dans leur livre, je le répète, Provoquer le changement, très bon bouquin, lecture obligatoire, entre guillemets, du niveau 2 de la formation de Bien dans ta boîte, accompagnée avec une vision systémique. Donc, le pouvoir, ici, dans leur définition, je vous la lis, il définit, il vous propose de définir le pouvoir du praticien de la praticienne comme la capacité de produire un écart entre avant l'intervention du praticien-praticienne et après l'intervention. Donc, le praticien-praticienne doit avoir du pouvoir qui va impliquer une grande responsabilité, on va s'en parler après, qui doit bien sûr être rigoureusement encadré par l'éthique, la déontologie, on s'en reparle après. Okay. Donc la définition qu'il nous donne, c'est ça, c'est la capacité à produire un écart entre avant et après l'intervention. Donc moi je l'aime beaucoup, cette définition de Peron et de Domitnofal, parce que elle nous permet de pas aller dans un registre trop idéaliste,
trop moralisant, tu vois, à savoir avoir du pouvoir c'est méchant, ne pas avoir du pouvoir c'est gentil. Bon, une fois qu'on a dit ça, vous voyez, c'est que d'une manière générale, quand on s'occupe de ces sujets-là, pas que ceux-là, mais il me semble que c'est important de l'avoir en tête, c'est que quand vous dites des choses trop générales, bah vous n'avez pas dit grand-chose. Alors éventuellement, vous avez, c'est un truc que vous voyez sur Instagram par exemple, sur les réseaux sociaux, vous voyez, les créateurs de contenu, t'as l'impression qu'ils disent des trucs de fou, mais en fait quand tu prends 2 secondes pour y réfléchir, on verra ça en niveau 0 puisque c'est la formation d'esprit critique, ils disent des généralités. L'énorme avantage quand tu dis des généralités, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec toi, parce que comme tu détermines rien, ou très peu, il peut pas y avoir vraiment de conflictualité sur des points précis, tu vois. Bon, par contre, t'as pas dit grand chose. Donc, si le but de discuter du pouvoir chez les pros de l'accompagnement, c'est de dire oui, mais avoir du pouvoir sur les bénéficiaires, c'est pas gentil. Oui, bon, ok, si tu veux, mais enfin bon, on n'a pas dit grand chose, quoi. Une fois qu'on a dit ça. Donc c'est pour ça que je l'aime bien cette définition que donnent Perron et Dominique Neufal. Il y en aurait d'autres, hein, des définitions du pouvoir, hein, je le rappelle. C'est la capacité pour eux à produire un effet entre avant et après l'intervention. Donc à partir du moment où tu accompagnes un bénéficiaire ou une bénéficiaire, tu participes à sa transformation d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a un avant, un après. Si la transformation il y a lieu. Bon, t'as compris. En quel cas, selon cette définition, tu as exercé un pouvoir. J'ai envie de dire avec provocation, que tu le veuilles ou non, je provoque, parce qu'évidemment, dans cette définition-là, on comprend bien que le praticien-praticienne veut, puisque c'est l'objectif de ton travail, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc que moi je dis en formation, notamment en formation de niveau 1, pour les anciennes élèves, ça vous fera des révisions, des piqûres de rappel, pour les prochaines élèves, ça vous préparera. C'est que, dans mon épistémologie, vous le savez, du matérialisme dialectique, la question de la transformation, elle est centrale. C'est-à-dire, pour tous les sujets, ma question, c'est comment on pense la transformation, comment on la fait advenir. Et il me semble que quand on est pro de l'accompagnement, même si vous n'avez pas la même épistémologie que moi, la question de la transformation, elle est quand même centrale. Parce que, bon, c'est un petit peu ce qu'on vient foutre là, quoi, il me semble bien, hein. Bon. À ce compte-là, si on se met d'accord pour dire que la transformation, c'est qu'il y a une différence entre avant et après. Bon, alors, selon la définition que nous propose Perron et Dominique Neufal, vous avez donc exercé un pouvoir. Donc autant qu'on s'en occupe, parce que, c'est ce que je disais en début de cet épisode, à être dans une position un peu de refus par principe. Non, mais moi j'ai pas de pouvoir, je fais que de l'horizontalité, je sais pas quoi. Attention, hein, je dis pas que tous les praticiens, praticiennes qui travaillent avec de la posture horizontale nient complètement la question du pouvoir. Hein. C'est pas du tout. Hein. Mais je m'adresse surtout à celles et ceux parmi vous qui peut-être ont pas trop interrogé ce sujet, veulent pas trop l'interroger, voilà, ou se servent de la posture horizontale. Mais c'est pas une attaque que je vous fais. Je veux dire, on a tous des trucs. Si on nous a pas mis le nez dans la contradiction, voilà, on reste dans un truc un peu de surface, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc tu peux te servir à un moment donné de la posture horizontale comme comment dirais-je, pas un déni, tu vois ce que je veux dire, mais une manière de pas t'occuper de la question du pouvoir. C'est également le sujet du prochain épisode sur la question de la bienveillance. Vous voyez, hein, il faut être bienveillant quand on est pro de l'accompagnement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les confusions empathie, sympathie. Bon bref, je m'étale pas là-dessus, ce sera le prochain épisode. Donc là, vous voyez, voilà, ce truc de se servir de la posture horizontale comme synonyme de douceur, pas de conflictualité, il faut être dans l'égalité, il faut être dans quelque chose de safe, machin. On est 100% d'accord là-dessus. Là où nous avons un désaccord, c'est que je pense que refuser d'interroger, de voir, et que votre cadre encadre, c'est le cas de le dire, prenne en charge cette notion du pouvoir, c'est précisément ça qui fait que la douceur, l'égalité, le côté safe sont faux. Quand je dis faux, je dis pas faux, mensonge, faux, mal intentionné. Il y en a, attention, hein. Il y a des praticiens, praticiennes, ils sont mal intentionnés, qui a des dérives sectaires, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est pas le cas, s'il vous plaît, hein, que Dieu m'en garde, hein, par pitié. Mais quand je dis c'est faux, c'est au sens de tu te voiles la face. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression depuis le début. C'est au sens de tu te voiles la face. C'est
Tu veux pas t'occuper de ce sujet du pouvoir parce que toi t'es bien intentionné, puis tu sais moi ce qui compte dans mes accompagnements, c'est que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit doux, et que ce soit safe, et que ce soit cool, et que ce soit égal. Si tout ça n'est pas pensé, encadré par un cadre d'intervention, donc là-dedans ça comprend le cadre interne et le cadre externe, un cadre d'intervention très clair, très ferme. Quand je dis ferme, j'ai pas dit rigide, j'ai pas dit autoritaire. Il y a des endroits de rigidité dans le cadre et il y a des endroits de malléabilité dans le cadre. Quand je dis ferme, je dis pas autoritaire, je dis pas vertical, je dis clair, net, précis, ferme, connu aussi. Si ce cadre d'intervention n'inclut pas la question du pouvoir, alors cette histoire de douceur, d'égalité, d'espace safe, blablabla, c'est au mieux superficiel, au pire, ça va être problématique à un moment donné. Parce qu'il va comment dire, ouais, c'est une posture idéaliste, quoi. C'est-à-dire c'est une posture qui n'a pas pensé le fait que si en fait t'as du pouvoir sur tes bénéficiaires. Déjà tu peux avoir du pouvoir parce que tu peux être dominant ou dominante de plein de manières sur tes bénéficiaires. Tu peux être dominante par ton genre, dominante par la classe, tu peux être dominante par la race entre guillemets, tu peux être dominante par le capital social, par le capital culturel, blablabla. Donc déjà tu peux être dominante de plein de façons. Et si en plus, privilège, généralement c'est une posture de privilège, de pas s'interroger sur ce genre de sujet, eh bien tu peux perpétuer encore plus de pouvoir, encore plus de domination, voire des fois malheureusement encore plus de violence envers le bénéficiaire, parce que ces sujets n'ont pas été pensés, explicités, etc., etc. Ça va le flouter, ce pouvoir, tu vois, ça va te l'invisibiliser. Mais c'est pas parce qu'il est flouté, invisibilisé qu'il n'existe plus. Et c'est bien ça le problème. Parce que du coup, ce pouvoir invisibilisé, flouté, c'est, comme je disais, c'est un pouvoir qui n'est pas cadré, c'est un pouvoir qui n'est pas régulé, c'est un pouvoir qui n'est pas conscientisé potentiellement, c'est un pouvoir qui n'est pas maîtrisé, donc c'est un pouvoir qui est dangereux. Parce que là, pour le coup, on peut se retrouver avec des bénéficiaires qui auront pas d'autonomie, pas les moyens de se défendre, pas les moyens de l'autodéfense intellectuelle face à vous, de l'autodéfense émotionnelle, de l'autodéfense relationnelle face à vous, etc., etc. Donc voilà, un peu cette idée que finalement, plus tu refuses de t'en occuper de ce truc-là, plus tu risques de l'exercer un petit peu n'importe comment. Voilà. Bon, concrètement, dans la pratique, des choses qui pourraient te faire dire, faudrait peut-être que je travaille ce sujet-là. La suradaptation permanente. La difficulté évidemment à poser des limites, l'évitement du conflit aussi. Ça c'est, tu vois, tout ça est lié aux limites encore. C'est pour ça que je t'ai dit au début, c'est très très lié. Le besoin d'être aimé par le bénéficiaire. Bon là, il faudrait interroger les mouvements aussi de séduction. Alors séduction dans l'accompagnement, il faut pas, ça peut arriver, mais il faut pas entendre séduction sexualo-amoureuse, quoi. Ça peut arriver, mais il faut entendre plutôt de la séduction dans le sens de vouloir plaire aux bénéficiaires, ce qui peut se faire dans l'autre sens aussi, bien sûr. Surtout dans un contexte où on a un marché ultra contracté, une situation très 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 anxiogène, avec une volonté de trouver des clients, de les fidéliser, enfin voilà, tu vois, de les garder et compagnie. Alors là, les enjeux de séduction peuvent être très forts. Encore une fois, c'est pas la peine de penser les choses en dehors des conditions matérielles. Évidemment, les conditions matérielles, elles y font, elles sont très importantes, et là, notamment, l'état du marché fait que ça risque d'aggraver ce genre de truc. Voilà, le flou dans la posture, bien entendu, la question des jeux psychologiques, notamment la question du pouvoir, elle est centrale. Dans les jeux psychologiques, j'avais fait tout un atelier, je sais pas si vous étiez là, ceux qui m'écoutaient là, mais il y a un mois, le 24 janvier 2026, qui s'appelait relier justement les jeux psychologiques au rapport de force-pouvoir, et donc les jeux psychologiques qui sont très très liés à ça. Alors évidemment, le premier auquel on pense, c'est le persécuteur. Effectivement, puisque la position de persécuteur, c'est une position, quand on a une position de prédilection de persécuteur, c'est une confusion élémentaire entre la puissance et la violence. C'est apprendre à confondre la puissance avec la violence. Donc évidemment, comme la domination est un des bénéfices secondaires de la position de persécuteur, c'est pas le seul. Respect aussi, un trait plus fréquent même d'ailleurs. Mais évidemment, la domination en fait partie. Donc évidemment, quand on parle pouvoir, on pense très vite position de persécuteur. Ce qui est vrai, ce qui est pas faux, mais pas complet, comme d'habitude. Il faut voir aussi que son symétrique miroir
position de sauveur est lui aussi une position ascendante, c'est une position de parent inadapté, donc c'est aussi une position ascendante, donc c'est aussi une position de pouvoir, la position de sauveur. C'est une position de pouvoir dans le sens qu'elle impose le rythme très souvent, c'est une position qui endette l'autre, qui va le mettre dans la situation de je te sauve sans que tu me l'aies demandé, je vole à ton secours sans que tu me l'aies demandé, je fais quelque chose pour toi sans que tu me l'aies demandé, ou je me suradapte à toi sans que tu me l'aies demandé. Vous voyez, plein de choses qui permettent après au sauveur, des fois de manière non consciente, des fois c'est très conscient, encore une fois je le rappelle, je l'ai déjà dit 25 000 fois, mais j'insiste là-dessus, les positions de sauveur ne sont pas toujours des gentils, j'insiste là-dessus parce que souvent on a un peu le truc un peu vaguement résumé dans la tête, genre le persécuteur il est méchant, la victime elle est un peu relou et le sauveur il est gentil. Je rappelle que les totox là qui rentrent en relation avec vous, ou vous si c'est vous totox, commencent très souvent les relations par des positions de sauveur. Très souvent. Ils vont commencer les relations par je vais te sauver. De ton travail de mère, de ton ex, de ton passé, de tes amis qui te tirent par le bas ou je sais pas quoi, qui sont souvent des manières de vous isoler. Je le rappelle. Bref, parenthèse fermée. Donc, la position de sauveur est aussi une position, c'est une grande position de pouvoir. C'est une très grande position de pouvoir, d'autant plus que la position de sauveur, elle a le bénéfice collatéral très positif d'être très bien vue socialement. Donc, ça confère une très grande position de pouvoir, elle endette les relations dans lesquelles elle se trouve, voilà. Et la position victimaire, alors là, tu pourrais me dire, alors elle, c'est pas une position de pouvoir. Alors, la plupart du temps, non, puisqu'effectivement, la position victimaire, c'est plutôt une position qu'on va utiliser quand on est dans une situation d'impuissance, à tort ou à raison, je veux dire qu'on soit réellement dans une situation d'impuissance ou qu'on ait la sensation d'être impuissant ou impuissante dans la situation, qu'on veut déléguer à l'autre les responsabilités, blablabla. Bla, bla, bla. Mais, c'est ce que j'avais expliqué dans cet atelier. Encore une fois, les choses sont pas des lois naturelles, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend du contexte. C'est les conditions matérielles qui vont changer la donne et qui vont changer le niveau de conscience et la lecture que la conscience fait de la situation. Je prends un exemple très rapide, très efficace à mon avis, notamment pour les femmes hétéros qui m'écoutent. Vous allez vite voir. Quand vous répétez à votre chère et tendre, pour la 45e 1000 fois, que de sortir les poubelles le matin, ou de faire la vaisselle avant d'aller se coucher, ou j'en sais rien, bref, peu importe, ou de faire la lessive, je ne sais quoi, peu importe. Vous lui avez répété 45 milliards de fois. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est gentil, d'accord? Je vous prends l'exemple du nice guy, comme on dit. Il te répond quoi? Ah, je suis désolée, ma chérie. Je le ferai la prochaine fois. Ah, je suis désolée, ma chérie, j'ai oublié. Oh là là, que je suis couillon, j'oublie tout le temps ce que tu me dis, blablabla. Bon. Et toi, au bout d'un moment, tu prends les nerfs, parce que tu te dis, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que je dois lui dire pour qu'à un moment donné, il se mette à le faire? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il va faire. À l'infini, il ne va juste pas sortir les poubelles le matin ou une fois de temps en temps, tu vois, mais il va pas sortir les poubelles le matin, il va pas faire la lessive, il va pas faire la vaisselle le soir, et à chaque fois, il va te dire un coup qu'il est désolé, un coup qu'il fait pas exprès, un coup qu'il a oublié, un coup que c'est pas vraiment sa faute, et puis il est fatigué par le boulot, et puis tu sais, j'ai pensé à autre chose, et puis tu sais, je suis un petit peu TDAH aussi sur les bords. Bref, il est en position victimaire. Tu vois? C'est-à-dire, je ne suis responsable de rien. Et il te délègue la responsabilité à toi. Et là, tu vois très bien que la position victimaire, dans ce contexte-là, dans ces conditions matérielles-là, est évidemment une position de pouvoir. C'est parce qu'il a le pouvoir, c'est-à-dire la position dominante dans la relation, qu'il a un choix que toi, tu as peu. Des fois, tu l'as. Mais tu l'as beaucoup moins, voire pour certaines, vous l'avez pas du tout. C'est le choix conservateur. Ok, vous vous rappelez la dialectique, le choix réactionnaire à une borne, le choix progressiste à l'autre borne, et au milieu, le choix conservateur, c'est-à-dire littéralement qui conserve la situation telle qu'elle est. Quand je dis conservateur, je dis pas conservateur au sens politique, parce que des fois quand on dit conservateur au sens politique, on a plutôt des réactionnaires en tête. Mais c'est lié. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des gens que vous pensez être des progressistes, mais quand vous prenez 2 minutes pour les écouter, vous vous rendez compte qu'ils sont conservateurs. Je m'explique. Dans la dialectique, réactionnaire, c'est littéralement faire un choix réactionnaire, c'est faire le choix qui veut revenir à l'état antérieur. Ok ? La version politique, c'est c'était mieux avant. Nos anciens, on veut retrouver la France d'avant, je sais pas quoi. Je sais pas quel délire là. Ok. Et donc toutes les phrases du quotidien au repas de famille ou je ne sais quoi, celui qui dit bon quand même c'était mieux avant, faudrait qu'on fasse comme avant, quand même nos anciens ils savaient faire je sais pas quoi. Voilà, tout ça littéralement c'est du choix réactionnaire. Après ça veut pas dire que la personne
Elle vote politiquement pour un parti réactionnaire, hein, même si, bon... Bon, bref. Mais vous voyez ce que ça, c'est un choix réactionnaire. C'est littéralement, c'était mieux avant. Le choix progressiste, c'est celui qui, donc là c'est pareil, hein, progressiste dans le sens qui veut dépasser la situation actuelle. Après, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce qui doit advenir après. Mais c'est le choix qui va dans le sens du dépassement, c'est le choix qui va dans le sens de la solution nouvelle, c'est le choix qui va dans le sens de faire advenir une situation nouvelle. C'est-à-dire pas de revenir à une situation d'avant, mais à chercher, à imaginer, à trouver des solutions, à trouver des causes et conditions qui créent des situations qu'on n'a pas eues jusqu'ici et qui nous paraissent mieux. Donc ça, c'est un choix progressiste. Et le choix conservateur, eh bien comme son nom l'indique, c'est celui qui cherche à conserver la situation. Donc vous avez, je fais un parallèle avec la politique parce que ça me paraît assez imagé pour comprendre la dialectique, des personnes qui peuvent être très progressistes sur certains points. Je pense à un en particulier que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il est très connu à gauche, qui peut avoir des positions très progressistes sur certains points, dans le sens où il pense qu'est-ce qu'on peut faire après, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, mais qui est parfaitement conservateur à plein d'endroits. Par exemple, dans son rapport aux institutions. Conserver la justice telle qu'elle est maintenant. Par exemple, ça c'est un endroit où il va pas être progressiste, c'est-à-dire qu'il va pas penser comment est-ce qu'on la transforme, la justice. On la garde, voilà, on garde les institutions telles qu'elles sont. Ça, par exemple, c'est une position conservatrice. Bon, c'était une petite parenthèse pour revenir un peu plus dans le lien pro de l'accompagnement bénéficiaire, ok. Donc, comme je te l'illustrais dans ce couple hétéro, celui qui est le plus dominant des deux dans le couple, la plupart du temps c'est monsieur, il peut y avoir des exceptions bien sûr, mais la plupart du temps c'est lui, eh bien lui il a un choix que toi tu as pas ou que tu as peu, c'est le choix conservateur. C'est-à-dire que lui il peut faire un petit peu chapeau pointu, ah j'ai oublié, ah j'y ai pas pensé, ah je me suis pas rendu compte, ah désolé, voilà. Et donc c'est littéralement de la position victimaire, hein, c'est-à-dire il continue à se déresponsabiliser, à ne pas sortir les poubelles, à pas faire la vaisselle le soir, je ne sais pas quoi, ok. Donc c'est de la position victimaire, pour autant c'est une position de pouvoir. Donc la position victimaire peut tout à fait être une position de pouvoir dans le sens qu'elle est une position qu'elle peut être une position conservatrice. Et donc qu'elle peut, comment dirais-je, se servir, voilà, de la position dominante et donc du pouvoir qu'elle confère pour dire, j'ai entendu ce que, le sous-titre est ça, hein, c'est, j'ai entendu ce que tu as à dire, mais je n'ai pas envie de faire d'efforts. Donc je ne vais pas bouger. Parce que j'ai le pouvoir de pas bouger. J'en reviens à notre histoire pro de l'accompagnement bénéficiaire, à cette dynamique relationnelle là. Voilà, donc bon, tu as bien compris tous ces sujets, donc toute relation d'accompagnement qui va devenir instable, insécure, parce que cette question du pouvoir, entre autres parce que cette question du pouvoir n'est pas pensée. Évidemment, une des dernières choses que j'ai à dire avant qu'on se parle de responsabilité et puis qu'on clôture cet épisode, c'est, je l'ai évoqué rapidement avant, les conditions matérielles qui ne sont pas que votre cadre d'intervention, même si déjà ça quand vous le maîtrisez c'est déjà énorme, mais encore une fois le cadre d'intervention, il n'est pas toute chose égale par ailleurs, d'accord ? Le cadre d'intervention, il n'est pas le même entre différents praticiens, praticiennes. Pour un même praticien, praticienne, il n'est pas le même en début de carrière et en fin de carrière, puisqu'évidemment vous changez d'accompagnement, vous changez de patientèle ou de clientèle, et puis vous aussi, bien entendu, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes qu'avant, il y a des situations qui se sont présentées et qui, voilà, étaient peut-être pas nécessairement pensées et qui ont demandé à ajuster le cadre, etc., etc., etc. Bon, évidemment, il n'est pas le même s'il y en a parmi vous qui pratiquent et en libéral et en institution, vous n'avez pas toujours le même cadre parce que c'est pas toujours les mêmes questions. Ou si ça change au fur et à mesure de votre carrière. Bon, et donc déjà ça c'est énorme, mais évidemment encore une fois ce cadre, vous avez bien compris, il dépend d'autres conditions matérielles. Si on est en libéral ou en institution, c'est pas la même chose. En institution, si vous êtes en carcéral, si vous êtes en hospitalier, si vous êtes en je sais pas moi, en PMI, que sais-je, c'est pas la même chose. Quand on est à son compte, comme on dit, évidemment ça dépend aussi de vos métiers, eh bien là aussi il y a des choses qui vont changer parce que selon l'état du marché, selon le niveau d'avancement de la crise, selon que vous êtes au fin fond de la ruralité ou en centre-ville, bon, il y a plein de choses qui changent. Donc voilà, gardez bien en tête aussi que cette question du pouvoir ne sort pas de nulle part. Elle est, cette notion de pouvoir, je veux dire, elle est socialement produite. Évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure la question du marché, c'est très important de l'avoir en tête, surtout en ce moment où le niveau de crise du mode de production est très avancé.
que le marché d'une manière générale, mais là particulièrement, on va se parler d'une autre, le marché de l'accompagnement, de la formation, du consulting, voilà, selon les métiers qui sont les vôtres, mais il est très saturé, il est très contracté, ça vaut pour beaucoup d'indépendants de manière générale. Donc évidemment, on a peur de manquer de clients, on a peur de les perdre, on a peur de pas les garder, on a peur de plus pouvoir vivre de son activité. Donc évidemment, on a besoin de plaire à ses clients et ou à ses patients. Donc évidemment, il y a une notion de pouvoir qui se met avec ça, les questions de séduction et compagnie. Évidemment, le milieu dans lequel vous évoluez va changer. J'en ai donné l'exemple pour les psys en début d'épisode. C'est vrai que selon les référentiels, il y a un rapport différent à la verticalité, à l'horizontalité, au pouvoir, au transfert, au contre-transfert, aux résonances, machin. Bon, il y a plein de choses qui diffèrent. Et puis pour celles et ceux parmi vous qui sont pas psy, bien évidemment, il y a parmi vous des praticiennes qui évoluent dans des milieux où la question de la douceur, elle est très 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 prégnante. Je parle du milieu, mais il y a aussi, encore une fois, les conditions matérielles. C'est sûr qu'on n'attend pas la même posture d'une doula. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent parce que j'en ai en formation. On n'attend pas la même posture d'une doula que d'un ostéopathe, peut-être, ou je sais pas moi, d'un consultant marketing. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est pas du tout les mêmes métiers et on n'attend pas les mêmes postures nécessairement. Donc voilà, et bien sûr, la sociabilisation. Non, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, mais bien sûr, la sociabilisation, elle y fait la plupart du temps, les femmes étant sociabilisées par rapport au pouvoir, être plutôt, déjà en être privée sur beaucoup de plans, et plutôt sociabilisée à être gentille, à être discrète, à pas prendre trop de place, à ne pas dominer, à pas couper la parole, blablabla. Bon. Donc, évidemment, tout ça est très important dans l'accompagnement. Ne coupez pas la parole à vos bénéficiaires, bien sûr. Tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais que du coup, cette sociabilisation, elle peut faire aussi que, voilà, ce rapport au pouvoir, on a un peu du mal à s'en occuper, on a du mal à l'adresser, il nous dérange un petit peu, et qu'en fait, je rappelle ce que disait Perron, si on s'en tient à cette définition, le pouvoir, c'est indispensable quand on est pro de l'accompagnement, quand on l'entend dans le sens produire un écart entre avant et après l'intervention. Et donc le dernier truc, voilà, dont je voulais qu'on se parle, c'est la responsabilité, puisque vous vous rappelez, quand je vous ai lu la définition, Perron, il a dit, et Liara Mitnofal, ils ont dit, le praticienne doit avoir du pouvoir qui implique une très grande responsabilité. Donc je touche deux mots sur cette histoire de la responsabilité. La définition qu'ils nous en donnent tous les deux dans leur ouvrage, c'est 2 points. La capacité à assumer les conséquences de ses actes, se porter garant pour soi ou pour les autres comme un parent. La responsabilité n'étant pas la culpabilité, il s'agit d'anticiper les conséquences de ses actes et de ses mots et de rendre les bénéficiaires responsables en fonction de leur capacité. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir, en tant que pro de l'accompagnement, il doit être encadré par la responsabilité, c'est-à-dire il doit être encadré par la responsabilité des effets que tu produis chez le bénéficiaire, responsabilité du cadre. Bon, ça, vous le savez, c'est un peu mon dada. C'est mon côté saturnien, ça. Responsabilité du cadre que tu poses, responsabilité du cadre que tu tiens, responsabilité du cadre que tu rappelles, etc., etc. Responsabilité des limites, bien sûr, que tu tiens, que tu rappelles, responsabilité de la place que tu occupes, etc., etc. Sinon, tu produis des effets parce que tu as le pouvoir, mais que tu vas pas maîtriser, parce que t'as pas la responsabilité. Et ça va devenir dangereux. D'accord ? Évidemment, tout ça est aussi de pair, bien entendu, avec doit être rigoureusement encadré par l'éthique, et la déontologie, bien sûr. Donc, il y en a parmi vous qui sont qui ont prêté serment, d'accord. Il y en a parmi vous qui n'ont pas eu à prêter serment, mais qui ont quand même des codes de déontologie. Je pense aux psychologues, par exemple. Et évidemment, il y en a beaucoup parmi vous qui évoluent ce qui est mon cas aussi, qui évoluent dans des milieux où il n'y a pas ça. C'est très important d'adresser ces questions, c'est très important. C'est pour ça que je vous casse les pieds, que c'est d'autant plus important la notion du cadre. C'est important pour tous les pros de l'accompagnement, mais que c'est d'autant plus important pour vous, parce que vous n'avez pas de cadre externe sur lesquels vous appuyez,
qui peuvent servir de référence, qui peuvent répondre à une question quand voilà, il y a un cas, un truc qui était pas prévu. Donc c'est vraiment d'autant plus important, bien sûr, de bien réfléchir à ces questions de cadre et donc de responsabilité. Et donc ça va aussi bien sûr avec la question de l'éthique et de la déontologie. Comme le disent Perron et Dominique Neufeld dans leur livre, hein, il ne faut pas accepter une responsabilité si on vous délègue pas le pouvoir qui va avec. Parce que sinon vous allez vous faire carotter, quoi, pour être poli, d'accord? Ce qui est d'ailleurs souvent le cas, pas toujours, mais souvent le cas chez les personnes qui font des burn-out, par exemple, d'accord? Parce qu'on leur confère énormément de responsabilités, mais elles n'ont pas le pouvoir, ou pas l'entièreté du pouvoir dont elles auraient besoin pour réaliser les tâches en question, d'accord? C'est vraiment genre, je te confie une tâche, mais je viens tout critiquer, je viens tout surveiller, je viens faire du micromanagement, je sais pas quoi. Littéralement, tu es responsable que ça marche, par contre, tu n'as pas le pouvoir de le faire. Ça, évidemment, faut pas l'accepter. Donc, vous voyez, dans les deux sens, hein. Pas de pouvoir sans responsabilité, parce que sinon, c'est très dangereux. Et encore une fois, comme je dis souvent, c'est dangereux en premier lieu pour vos bénéficiaires. C'est aussi dangereux pour vous, hein. Mais le minimum de déontologie, c'est de pas être un danger pour vos bénéficiaires. C'est le minimum syndical d'éthique, quoi, hein. Et après, si vous voulez aussi penser à vous, c'est aussi dangereux pour vous, hein, clairement. Donc, on n'exerce pas de pouvoir sans une très grande responsabilité, bien sûr. Ça marche dans l'autre sens, on n'accepte pas la responsabilité si on ne délègue pas le pouvoir qui va avec. Ça peut intéresser notamment les pros de l'accompagnement parmi vous qui travaillent en institution, qui peuvent se retrouver dans ce genre de tambouille, mais vous pouvez tout à fait vous y retrouver avec un bénéficiaire en étant en one-one, entre guillemets, en libéral ou à votre compte ou quoi que ce soit, hein, qui peut aussi tout à fait, si vous avez mal géré votre posture, là si vous tenez mal votre posture et que vous avez mal géré le cadre, hein, comme d'habitude, je suis désolée de radoter, et que vous laissez le bénéficiaire vous rendre responsable, mais il vous confère pas le pouvoir. Alors là aussi, attention, hein. Ça va vous poser problème. Bon, je reprends mes notes pour voir qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire. Oui, bon, écoutez, voilà. En conclusion, moi, ma take du jour, c'était de dire, je pense qu'on ne devient pas un bon accompagnant ou une bonne accompagnante en refusant d'adresser cette question du pouvoir. Je pense qu'au contraire, on est meilleur accompagnant, meilleure accompagnante quand on est capable d'exercer ce pouvoir, mais qu'on l'exerce, bien entendu, de manière consciente, de manière cadrée, de manière responsable, bien entendu, hein. Voilà, bon, et donc évidemment, tous ces sujets-là, on va les voir, bien sûr, pendant la formation posture accompagnante, donc la formation de niveau 1. Je rappelle, promo 11 qui attaque le 19 mars. Il reste des places, puisque je commence tout juste à m'occuper de faire la com, il y a déjà des places qui ont été prises. Donc, tu as le lien dans la description pour découvrir la formation ou la redécouvrir. Pour réserver ton appel découverte, c'est gratuit, ça prend 30 minutes. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que je ne laisse rentrer personne dans mes formations sans savoir qui c'est, sans savoir si ça va être cohérent, sans savoir si le groupe va être homogène. Quand je dis homogène, je dis pas du tout qu'il y ait les mêmes métiers et tout, hein, pas du tout. Mais il y a des questions de valeur, soyons clairs. Pour le coup, mon cadre et mes limites sont clairs. Et donc, si ça rentre pas dans le cadre, ça va être un mauvais moment pour toi comme pour moi. Les seuls qui sont exemptés, bien sûr, sont mes anciennes élèves, puisque je vous connais déjà. Donc vous pouvez juste m'envoyer un mail ou un message, etc. Il y a pas de souci. Voilà. Donc dans cette formation posture, vraiment, je vous le dis, hein, on va pas travailler votre mindset. Hein. Je vous dis d'avance, c'est pas une formation pour changer tes croyances, je sais pas quoi. Ça existe dans la formation, c'est un bénéfice collatéral de travailler sur tous les sujets que j'ai évoqués. Non, on va travailler le cadre, on va travailler la posture, on va travailler en partie des choses qu'on a vues aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la capacité à tenir une fonction qui produit des effets sur les bénéficiaires, parce que c'est bien beau de leur faire payer très très cher à ces gens-là pour leur blablater Tony Robbins ou je sais pas quel autre bourrique du développement personnel, mais à un moment donné, votre travail étant quand même à un moment donné de les aider à avancer vers la finalité de l'accompagnement que vous aurez co-construit ensemble lors de l'appel découvert, des premières sessions, machin, bref. On verra ça, la journée 2, elle est consacrée, de la formation, elle est consacrée au début de l'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent évidemment dès le début, dès cet appel découvert, session préliminaire, voilà, selon les formes que ça prend dans votre accompagnement, des fois même la première séance. C'est là, il y a un nid, je vous le dis, hein. Là, il y a un nid à bourbier. Un nid, c'est un guêpier l'affaire, hein. C'est-à-dire que là, il y a plein de choses, si vous les voyez pas, franchement, vous allez vous retrouver dans une merde.
Désolé pour la vulgarité, mais je vous le dis clairement, vous allez vous retrouver dans une merde durant tout l'accompagnement. Alors que quand tu le sais, que tu le vois et que tu t'en occupes dès le début, tu t'es déjà épargné beaucoup de problèmes. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? C'est déjà pas mal. Au plaisir de vous retrouver en formation pour celles et ceux qui nous rejoindront. La TVA, je rappelle, sur cette promotion, ça vaut le coup d'en profiter. Et pour tous les autres, on se retrouve dans le prochain épisode du podcast, ou sur Instagram, ou dans la communauté Bien dans ta boîte, ou je ne sais quoi. Et je vous dis je vous souhaite, ça y est, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, une très bonne journée, ou une très bonne soirée, selon comment, je dis n'importe quoi, quand vous m'avez écouté. Allez, c'est qu'il est temps de clôturer. La bise. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.